Bonjour à tous, bienvenue pour cette troisième matinée des Assises du Grand Paris. Je dis troisième parce qu'effectivement, les Assises du Grand Paris, c'est un cycle de débats et de tables rondes où l'on fait émerger des propositions, des solutions pour la décarbonation et le développement de l'Île-de-France. Notez dès à présent que la prochaine matinée aura lieu le 9 septembre. Il s'agit de la matinée Grand Service Urbain et Logistique. Mais avant cela, sur la partie plus axe Seine, on vous donne également rendez-vous pour ceux qui le pourront le 26 juin au Havre pour la deuxième matinée du sommet de l'axe Seine où nous attendons la présence d'Édouard Philippe et de Serge Castel. Je donne dans un instant la parole à Jacques Paquier. Je vous souhaite un excellent événement, d'excellents débats, de rencontres très riches. Et Jacques, je te laisse la parole. Merci beaucoup, cher Brieux. Bonjour à tous, bienvenue. Nous allons commencer dans un instant par un point, une photographie un peu de la question dont on parle, donc des émissions carbone et des trajectoires de décarbonation. C'est le sujet qui nous semble être un petit peu le sujet majeur dont découlent tous les autres finalement. Voilà, on va en parler, si j'osais dire ça, le cœur un peu serré par l'aspect dramatique, mais c'est pas le sujet d'aujourd'hui de la situation internationale qui, c'est pas souvent dit, mais chacun le sait ou devrait le savoir, est orthogonale non seulement avec avec l'humanité, mais avec la réduction de nos émissions collective de gaz à effet de serre. Cela étant dit, je remercie nos partenaires, tous nos partenaires, à commencer par la métropole du Grand Paris, notre partenaire institutionnel, l'ensemble de nos partenaires qui seraient trop longs de citer, Grand Paris Aménagement, Soraya Amrioui nous fait le plaisir de participer dans quelques minutes à une présentation de Challenge 50 qui est bien dans l'esprit de ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire de détecter les innovations, j'allais dire positives, les façons de faire bouger les lignes par la créativité, par la stimulation des bonnes volontés, pour ne pas dire des intelligences. Voilà, tout de suite, je vais appeler Thomas Emerdinger, qui est un fidèle de nos rendez-vous, directeur de l'AREC, membre de l'Institut Paris Région et cheville ouvrière du Rose, qui est un observatoire que beaucoup de gens ici connaissent, qui monitore la production d'émissions de gaz à effet de serre, je ne sais pas comment il faut dire. Et Hélène Genin. Hélène Genin, vous êtes déléguée générale, je pense, ou directrice générale de l'association du bâtiment bas carbone, on va s'asseoir, voilà, très bien, et qui remet des labels, distingue. Vous allez nous rappeler un petit peu l'ADN de cette association associée au salon de l'immobilier bas carbone, dont vous nous parlerez tout à l'heure, et qui a désormais un label exploitation, qui est tout à fait intéressant quand on sait à quel point il ne suffit pas de fabriquer des bâtiments bas carbone, mais si on chauffe en laissant ouverts les fenêtres, le bilan carbone de la plaisanterie est négatif. Voilà, merci encore à tous. Ravi de voir que la salle est quasi pleine. On aura le plaisir tout à l'heure d'accueillir Charles-Antoine Depardon qui présentera la foncière de logement durable de la ville de Paris, qui est un nouvel acteur qui est amené à jouer un rôle majeur. J'en profite pour remercier la RATP, qui est aussi fidèle de nos manifestations et qu'on est très content d'accueillir parce que elle montre elle aussi que les opérateurs sont engagés beaucoup plus que ce qu'on entend au Café du Commerce pour s'inscrire dans une trajectoire de décarbonation. Voilà, j'en oublie certainement Action Logement Service, que j'oublie, qui nous dira tout à l'heure aussi à quel point il entend anticiper sur les objectifs de la stratégie nationale bas carbone. Voilà. GRDF, naturellement, j'ai oublié GRDF. Il ne faut pas oublier GRDF parce que tout à l'heure, on nous présentera des solutions hybrides utilisant le gaz. On va un peu trop vite, parfois, en pensant que le gaz n'a plus d'avenir, ce qui est tout à fait faux, en particulier le gaz vert. Et on l'étudiera tout à l'heure.
Voilà. Et on parlera de logement social avec Anne-Catherine Ledeuf qui a raté son entrée discrète dans la salle pour l'occasion. Voilà, j'ai assez parlé. Thomas, je te laisse, si tu veux bien, nous dresser le tableau de la situation de l'aménagement et des émissions de ce secteur en Île-de-France. Merci beaucoup Jacques. Donc, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, Thomas Merdinger, directeur de l'AREC, Agence régionale énergie-climat, et je fais partie de l'Institut Paris Région qui était anciennement connu sous le nom d'Institut d'aménagement et d'urbanisme. Donc je pense que sur le sujet, on est très bien placé. Vous devez sûrement nous connaître pour nos cartes, nos données, nos études, nos notes rapides, etc. Et en fait, nous sommes aussi la cheville ouvrière des documents de planification à l'échelle de l'Île-de-France, donc notamment le SDRIFE, le schéma directeur de la région, qui vient d'être récemment adopté en Conseil d'État avec une petite guéguerre avec la Normandie, avec la ligne nouvelle Paris-Normandie, mais je passe. Et effectivement, c'est par ces documents de planification aussi qu'on régit l'aménagement et l'urbanisme, parce qu'après, ça s'applique dans les documents d'urbanisme locaux. Et je vais y revenir, parce que les questions de changement climatique sont centrales avec ces documents et vont le devenir encore plus, parce qu'ils vont beaucoup plus intégrer ces enjeux-là dès le diagnostic, mais aussi dans les recommandations et dans les règlements des documents. Donc Jacques m'a demandé pour ces assises du Grand Paris de venir à chaque rencontre pour vous dresser un peu les derniers chiffres qu'on a. Alors à chaque fois, je fais une sélection de ce qu'on peut produire, parce qu'évidemment, derrière, on a des données plus riches, et après, c'est aussi nous, on fait la pub de nos propres rencontres. Mais à chaque fois, c'est sur quelques thématiques, les réseaux de chaleur, les data centers, et maintenant l'aménagement. Alors l'aménagement, plutôt là, la sphère bâtie, qu'elle soit résidentielle ou tertiaire. Alors, je vais passer. Donc effectivement, un premier rappel, le secteur bâti en Île-de-France, alors résidentiel et tertiaire, ça représente quand même 2/3 des consommations énergétiques. Donc beaucoup plus que les transports, beaucoup largement plus que l'industrie, qui est quand même, on le sait, encore présente, mais qui voit des signes de désindustrialisation et donc de baisse de consommation d'énergie. Ça se traduit aussi par ça. Et donc effectivement, ces secteurs-là demeurent majeurs pour... ouais. Ok. Si on veut décarboner l'Île-de-France, il faut bien s'attaquer à ces secteurs-là qui sont traités depuis maintenant de nombreuses années, à la fois sur le bâti social, sur le bâti privé, notamment les copropriétés sur le territoire central, mais pas que, avec de nombreuses expériences de rénovation énergétique. Le bâti social qui est globalement en avance par rapport au bâti privé, si on peut dire. Il est en avance, effectivement, parce que c'est souvent plus simple de mutualiser, de massifier des rénovations énergétiques, en particulier sur du bâti dit des 30 glorieuses, où les trames architecturales sont plutôt simples. On peut faire de l'isolation thermique par l'extérieur. On peut vite changer de système de chauffage, par exemple, en passant au chauffage urbain ou à d'autres sources d'énergie. Donc effectivement, on le voit depuis quelques années, le bâti social est largement en avance sur les objectifs de rénovation énergétique. Les copropriétés aussi. On va publier prochainement une étude sur ce qu'on observe et aussi les potentiels jusqu'où on pourrait aller en termes de bâti résidentiel en copropriété. Et aussi, je souligne les travaux de qualité de nos collègues de l'APUR et l'Agence parisienne du climat qui suivent énormément ça sur le territoire parisien et métropolitain. Donc voilà, ce premier rappel pour dire effectivement que c'est quand même ce secteur-là, si on veut décarboner l'Île-de-France, il faut aller là-dessus. Et 2/3 des consommations énergétiques, mais à peine la moitié des gaz à effet de serre. Pourquoi ? Parce qu'on a une part d'électricité assez importante dans la consommation énergétique des bâtiments. Électricité, vous le savez, qui est bas carbone sur le territoire français, donc ce qui permet aussi de décarboner aussi vite en switchant à l'électricité. Donc effectivement, pourquoi aussi cette différence entre 2/3 et la moitié ? C'est parce que les transports, on le sait, dépendent encore très majoritairement des énergies fossiles, essence et diesel ou gazole non routier pour des engins off-road. Donc si on reprend, là, c'est les derniers chiffres de consommation énergétique dont on vient de recevoir la livraison par nos collègues d'Airparif. Et juste pour vous montrer ces trajectoires, en fait, on voit que depuis 2005, on est vraiment en baisse continue sur le secteur résidentiel. Je dis bien sur le secteur résidentiel.
malgré le fait qu'on ait construit des nouveaux logements. Donc ça montre bien qu'on a des process d'efficacité. Les gens ont changé des chaudières gaz pour des chaudières à très haute performance. On a installé des pompes à chaleur, des chaudières bois. On est switché au chauffage urbain, etc. Et donc, effectivement, on voit clairement une baisse de... La grosse baisse est surtout sur le gaz naturel, enfin le gaz en réseau, parce qu'une partie peut être du biogaz. L'électricité demeure stable quand même dans le temps, malgré qu'on ait rajouté des usages numériques dans les habitations. Donc on voit aussi que ces effets d'efficacité énergétique, je sais pas, des ordinateurs, des télés, des frigos, etc., sont contrebalancés par des nouveaux usages numériques et qui font une stagnation de la consommation d'électricité, qui pose d'autres enjeux pour les nouvelles capacités électriques qu'on veut mettre en France. Le bois demeure assez stable dans le temps, et également ce qu'on voit aussi en grosse baisse, c'est les produits pétroliers, donc notamment le fuel pour les chaudières fuel. Donc ça, c'est sur le secteur résidentiel. Donc on voit quand même qu'on est sur des tendances qui sont assez engageantes et enfin encourageantes, mais qu'il faut continuer à renforcer. À l'inverse, le secteur tertiaire voit une stagnation de sa consommation d'énergie. Alors aussi, on a construit du nouveau tertiaire depuis, qui est de plus en plus performant, mais qui pose d'autres questions pour l'ancien tertiaire, qui doit aussi se rénover. Pour ceux qui dépendent du décret tertiaire, engager des économies d'énergie, etc. Là, la part d'électricité est beaucoup plus importante pour les usages du bâtiment, tant sur le chauffage que les usages numériques et autres. L'électricité, on voit qu'elle stagne, et également là-dedans, on avait aussi les consommations des premiers data centers, parce que les premiers data centers étaient considérés dans la sphère tertiaire. Et là, ce qu'on va essayer de faire en Ile-de-France, c'est séparer ça pour mieux suivre ça, parce qu'on serait sur des consommations exponentielles. Et là, on voit effectivement que la part du gaz aussi demeure stable, et produits pétroliers quand même a connu une belle baisse depuis maintenant 2005. Donc ça, c'était vraiment sur les trajectoires de décarbonation, parce que finalement, la décarbonation passe surtout par moins consommer d'énergie et passer à de l'énergie bas carbone, qu'elle soit du biogaz, électricité bas carbone ou des pompes à chaleur, par exemple. Donc ça m'amène sur deux indicateurs qui, selon nous, sont clés sur le territoire. C'est l'évolution des pompes à chaleur. Pompes à chaleur, pour rappeler le concept, on puise des calories de l'environnement extérieur. Ça peut être de l'air, ça peut être de l'eau, ça peut être du sol. Donc généralement, en Ile-de-France, c'est plutôt l'air, des packs RR ou RO. Et après, il y a quand même une consommation d'électricité, mais qui est moindre que si on était chauffé directement en radiateur électrique. Et donc on suit cette évolution du parc. Alors, on constate quand même que depuis maintenant 2005, on atteint, si je ne me trompe pas, oui, 1,2 million d'unités. Alors, pour vous dire, ça reste des modélisations, parce que c'est très difficile de suivre les ventes. Donc, c'est des ventes qui sont suivies au national et après qui sont modélisées à l'échelle de notre région. Donc, on voit quand même cette augmentation constante, que ce soit pour des packs individuels ou des packs collectifs dans le résidentiel, mais aussi dans le tertiaire. Et je voulais aussi montrer une autre filière qui sont les packs géothermiques. Alors on en parle beaucoup en Ile-de-France parce qu'en fait on a un gisement, un potentiel qui est quasiment sur tout le territoire. Mais en fait on voit que les ventes ne décollent pas tellement parce que c'est plus complexe à installer, il faut forer, il faut de la place. Là où une PAC air peut se mettre à peu près partout, sauf contrainte de bruit ou contrainte architecturale. Merci beaucoup. Un mot sur, bon, vous ne faites pas de politique, mais le stop and go là, sur MaPrimeRénov', ça peut influencer en mal cette trajectoire, vous craignez en tant qu'expert? Alors, je dirais sûrement. Merci. Non, mais clairement, parce que de toute façon, les pompes à chaleur, malgré cette courbe, alors qui n'est pas exponentielle, mais qui est en augmentation continue, on voit quand même des problématiques sur la filière et des usines qui ferment, malheureusement, qui avaient planifié peut-être des trop grandes capacités par rapport à la dynamique. Et effectivement, les pompes à chaleur sans MaPrimeRénov', j'ai peur qu'elles ne s'installent pas. Donc après, je me garderai d'avis là-dessus, mais effectivement, on suit les questions de rénovation énergétique, dont notamment MaPrimeRénov'. Et donc après, on va voir effectivement des effets sur les consommations énergétiques ou sur les installations. Tu avais d'autres oui. slides? L'autre indicateur, c'est sur la construction bois.
Construction bois qui historiquement avait été bannie de Paris pour des enjeux de risque incendie et qui est revenu depuis maintenant une quinzaine d'années. Alors on suit ça avec l'association FIBois, l'interprofession du bois et de la forêt. Et on sait que dans les trajectoires de construction neuve, c'est souvent un levier qui est utilisé pour réduire l'impact carbone de la construction, étant donné que le bois stocke du carbone et n'en émet pas on émet un peu lors de sa fabrication. Mais on stocke sur sa durée de vie. Et donc on suit ça avec plusieurs outils, une enquête annuelle faite à destination de tous les maîtres d'ouvrage, les promoteurs, les aménageurs. On suit ça aussi à l'échelle des territoires et on voit qu'effectivement plusieurs territoires ont vraiment pris le lead là-dessus, dont notamment Paris, les Hauts-de-Seine et la Seine-Saint-Denis, avec de nombreuses constructions tant dans le tertiaire que dans le résidentiel ou même en surélévation bois, on en voit de plus en plus, ou des extensions. Il y avait eu un sujet de prix, avec des envolées de prix il y a quelques années. Là, c'est redevenu normal? Alors, les prix des matériaux, il y a une inflation un peu partout. Et effectivement, la demande de bois a quand même largement augmenté depuis les dernières années. Et pour le coup, la compétitivité, enfin, on pourrait peut-être, des acteurs mieux placés que nous pourront nous le dire, la compétitivité est normalement à peu près revenu sur la construction bois. Donc juste pour dire, on a des outils pour mieux voir ces constructions qui sont maintenant sur toute l'île de France avec une cartographie interactive et puis effectivement une base de données qui est derrière. Très bien. D'autres slides? Après, c'était rapidement, juste pour rappeler que, parce que là, on parle de données, de décarbonation, mais le titre de la conférence, c'est Aménager l'Île-de-France aux défis climatiques. On parle souvent donc de décarbonation. Décarbonation, c'est atténuer le changement climatique. Mais en fait, ce qu'on prône aussi comme message, c'est qu'il faut déjà se placer dans des politiques d'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire le changement climatique est déjà là, il s'exprime déjà en Île-de-France. L'Île-de-France va être particulièrement touchée du fait de sa densité et du fait des risques qui peuvent être plus forts sur notre territoire, notamment le risque retrait-gonflement des argiles par rapport à notre bâti, le risque sécheresse, le risque feu de forêt, qui est un nouveau risque en Île-de-France. Et nous avons des forêts à risque. Donc ça, je pense que ça peut bien toucher les populations quand on aura si on a des incendies de forêt, par exemple en forêt de Fontainebleau. Et donc en fait, pour illustrer ça et pour donner de la connaissance, en fait, nous avons réalisé un diagnostic régional et nous outillons les collectivités qui, comme je le disais en intro, devront beaucoup plus intégrer ces questions-là, avec notamment la trajectoire de référence de l'adaptation au changement climatique, la TRAC. Alors, c'est un terme un peu barbare, mais c'est la trajectoire que s'est donnée la France par rapport à, vous savez, les enjeux plus 2 degrés, plus 4 degrés. Donc là, c'est la France plus 4 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Et donc, nous déclinons ça à l'échelle de toutes les collectivités. Pour que dans leur diagnostic, d'abord des plans climat, mais maintenant des plans locaux d'urbanisme, elles intègrent vraiment ça, et ça veut dire aussi d'autres sujets pour le bâti. On a beaucoup parlé de chauffage, mais maintenant c'est aussi le confort d'été, le risque retrait-gonflement des argiles, etc. Plus 4? Plus 4 degrés. Plus 2? C'était pas plus 2 au départ là, en fait, c'est plus 2, mais en fait, là, ça pourrait s'exprimer jusqu'à plus 4 degrés sur le territoire français. Très bien. Donc plus 4, c'est pas un objectif, c'est une projection de... C'est une projection. L'objectif, ça reste plus 2. Oui, mais il faut réduire les gaz à effet de serre et de façon mondiale. Merci infiniment. Hélène, tu vas nous rappeler ce qu'est, si tu veux bien, l'association Bas Carbone, qui est vraiment dans le prolongement de ce qui vient d'être dit. Ça, là, c'est vraiment incité par ce label et puis par toutes sortes d'actions que tu vas nous décrire à récompenser, populariser les techniques de construction de bâtiments bas carbone et puis maintenant d'exploitation. Merci beaucoup Jacques, merci Thomas, très très intéressant. Effectivement, alors en quelques mots, l'association BBC, Association pour le développement du bâtiment bas carbone, on existe depuis bientôt 10 ans, on fêtera nos 10 ans cette année, et on est reconnu d'intérêt général, et c'est une initiative privée qui se donne en fait pour objectif d'être pionnière et d'éclairer les manières de décarboner en fait le secteur de l'immobilier. En France, on a commencé en France en 2015 et on a une initiative à l'échelle européenne également depuis 2 ans. Donc, comprendre comment on fait du bas carbone à toutes les échelles de la ville, le bâtiment, le quartier et à tous les stades de vie en fait, des opérations immobilières, c'est-à-dire la construction neuve, la rénovation, l'exploitation,
Et tout ce cycle-là, dans une approche très particulière qui est l'analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que la décarbonation des actifs, c'est bien sûr l'exploitation, les émissions carbone liées aux usages, mais c'est aussi toute la phase d'investissement carbone issue des équipements, des matériaux de construction, et puis la fin de vie également des opérations et toute l'économie circulaire qui va permettre finalement de transformer les actifs et non pas de les démolir pour les reconstruire. Tout est émissions carbone et notre rôle, c'est de les mesurer avec des outils scientifiques qu'on met au point avec des experts et puis de mettre en lumière l'exemplarité. Et c'est le rôle d'un label qui est pas obligatoire, mais qui permet à chacun d'avoir une vérification en fait des mesures carbone et de l'exemplarité des opérations. Donc, nos outils, aujourd'hui, ce sont des méthodes de mesure qui donnent des objectifs de performance, parce que le carbone, ça se mesure, et donc c'est notamment l'enjeu que l'on a, ce qu'on a partagé avec Jacques et le Journal du Grand Paris lors de la première édition du baromètre de la décarbonation de l'Île-de-France. On a aujourd'hui, si on considère les bâtiments neufs ou rénovés, plus de 700 opérations qui sont engagées depuis 2015, création du label, qui représentent 4,6 millions de mètres carrés, soit qui sont en cours d'instruction ou déjà labellisés à 2 stades, c'est-à-dire conception ou réalisation. Donc, on a les outils, on a des objectifs de performance et peut-être 2 chiffres importants. Pour un bâtiment neuf, par exemple tertiaire, on en parlait tout à l'heure, les émissions en construction, c'est 80% des émissions par rapport à un cycle de vie de 50 ans. Donc, d'où l'importance vraiment de s'occuper des matériaux, d'autant qu'on a une énergie très peu carbonée. Donc, travaillons effectivement ces matériaux parce qu'ils sont à la main des maîtres d'ouvrage. Deuxième information sur le quartier. Donc, on a présenté l'année dernière les premières opérations des quartiers bas carbone. Ils sont tous en Île-de-France. Il y en a 4. Notamment Saint-Vincent-de-Paul, la ZAC des Hauts-de-Nesle dans l'est de Paris, Piton du Vernois, Seine-Parisis, donc 4 opérations privées ou publiques qui se sont lancées dans le label quartier qui permet de mesurer non seulement les émissions liées aux bâtis, aux infrastructures, mais également d'engager comment le quartier en fait encourage des modes de consommation en fait bas carbone pour les usagers. Les travaux que nous avons menés montrent que finalement, les émissions carbone d'un quartier, c'est 40% liés à ceux qui vont fabriquer la ville et 60% liés à ceux qui vont l'utiliser aux usagers. Donc en fait, tout le monde est dans la même barque. Et donc, à l'échelle de l'aménagement urbain, on a aujourd'hui une méthode pour mener une mesure sur l'intégralité des leviers carbone, d'émissions carbone d'un quartier, avec des objectifs de performance, et donc un label qui récompense l'exemplarité. Je voudrais peut-être... donc voilà, ce baromètre, on va le remettre en place évidemment cette année en novembre. Peut-être quelques chiffres à date que l'on peut qualifier en tout cas sur puisqu'on suit en fait toutes nos opérations au mois le mois. En Île-de-France, depuis 2016, l'Île-de-France représente 57% du nombre d'opérations de BBCA, c'est-à-dire 400 opérations sur les 700 dont je vous parlais. Et c'est 3,2 millions de mètres carrés qui sont engagés en cours d'instruction ou en demande de label pour un label sur un bâtiment neuf ou rénové. On a donc également l'exploitation aussi, dont je n'ai pas parlé, mais qui est extrêmement importante. 4 opérations quartier, des exploitations. On a, je crois, 4 opérations en exploitation qui sont labellisées également BBC Exploitation, notamment le tribunal de Paris, donc voilà, qui est un des premiers labellisés BBC Exploitation. Sur ces opérations, on a un rapport à peu près équivalent entre tertiaire et résidentiel, à peu près 200 sur ces 400. Et on a 86 opérations qui sont livrées, réalisées. Les autres sont en cours de conception, en cours de travail. On est quand même sur des cycles un peu longs dans l'immobilier. Et on est à peu près à égalité entre neuf et rénovation. Le neuf, comme vous le savez, est réglementé au niveau carbone avec la RE 2020. Donc c'est très bien parce que tout le monde doit faire un bilan carbone. Quand on va chercher un label BBCA,
on va être à peu près à 25% de moins que les émissions carbone de la réglementation et jusqu'à 45% de moins. Donc on peut quasiment diviser par 2, et certains y arrivent déjà, les émissions carbone par rapport à l'ARE. Donc c'est vraiment important. Vous ne vous intéressez qu'au neuf ou aussi à l'ancien? Alors on s'intéresse au neuf, à la rénovation, mais la rénovation dans une approche bas carbone, c'est-à-dire conserver l'existant, ajouter des matériaux bas carbone, rénover effectivement au niveau énergétique, faire en sorte qu'on arrive à devenir plus performant, et puis également la fin de vie. Donc, on couvre aujourd'hui, avec notre portefeuille de méthodes et de labels, finalement tous les stades de vie. Donc, BBCA 9, c'est un label qui existe, BBCA Rénovation, BBCA Exploitation, BBCA Quartier, et on a également développé des catégories d'actifs. On vient de sortir le commerce. On a mis en place avec, je ne vais pas faire de pub, et quand même, avec 3 grandes foncières, Unibail, Frey et Clépierre, et puis au niveau technique, Carbone 4 et Elliott by Aegis, également WO2. On a mis au point une méthode pour mesurer l'empreinte carbone en fait, d'un actif commercial avec des objectifs de performance pour la réduire. Donc le référentiel vient d'être publié il y a quelques jours et ce sera donc le socle d'un futur label où on aura certainement les premiers labellisés l'année prochaine. Vous publiez des référentiels, mais vous sollicitez des tiers pour aller expertiser la réalité des performances qui valent à leurs bénéficiaires d'être labellisés. Exactement. Quand on construit un référentiel, on met en place une commission technique avec des acteurs qui ont des retours d'expérience à nous donner, des gens qui sont des spécialistes de l'ACV. Et donc, on part à partir d'opérations concrètes, réelles, pour identifier les bonnes pratiques, les mesurer, et donc être capable de mettre en place des plafonds d'émissions à ne pas dépasser pour pouvoir recevoir ce label d'excellence bas carbone. Donc, notamment dans les prochaines étapes, donc, je dirais que cet outil... BBCA se veut, comme je le disais, on est une initiative primée, mais reconnue aujourd'hui comme référence sur l'immobilier bas carbone. On n'a évidemment pas toutes les contraintes de la réglementation, parce que la réglementation, elle s'adresse à tout le monde. Avec BBCA, on est avec des pionniers, on ouvre la voie, et on est dans un partage collectif en fait, de connaissances. Tous les acteurs qui ont envie de partager et de travailler avec nous sont les bienvenus, évidemment. Après, nos labels, ils sont ouverts à tous et nos connaissances, on les partage avec tout le monde. Mais on est toujours dans cette approche d'éclaireur et on a d'ailleurs une très belle collaboration avec les institutions publiques, avec l'ADEME, avec des acteurs comme la DHUP, bien sûr, avec laquelle on a mis au point la première méthode de mesure de l'empreinte carbone d'un bâtiment neuf en 2016, qui a fait depuis des petits rénovation, exploitation, quartier, j'en passe. Et voilà, donc on ouvre la voie. Nos méthodes, elles ne s'usent que si personne s'en sert. Elles ont pour vocation d'être partagées avec les instances publiques et puis avec ceux qui veulent justement être en avance de phase et puis aller un peu plus vite, parce qu'on a quand même un sujet aujourd'hui, c'est qu'il faut qu'on accélère. Voilà, donc chacun son Everest, chacun son rythme, mais ceux qui ont envie de partager et d'aller au plus vite, n'hésitez pas à travailler avec nous. Juste si je peux me permettre, dans les prochaines étapes, on est co-organisateur du CIPCA, le Salon de l'immobilier bas carbone, qui aura lieu du 3 au 5 septembre, qui est un endroit où tous les acteurs qui sont un lieu d'exposition, un lieu de conférence, pour partager justement les meilleures pratiques et les meilleures avancées en matière de bas carbone. On attend 200 exposants, plus de 12 000 visiteurs. Ce sera la 4e édition. Et on y remettra pour la première fois les grands prix de l'immobilier bas carbone pour des opérations immobilières. Jusqu'à maintenant, on présentait les nouveaux labellisés, mais là, on fera une sélection sur toutes les opérations livrées sur les 2 dernières années et demie pour mettre en place les 4 plus belles en tertiaire, résidentiel, exploitation et quartier. Et puis, bien sûr, et puis le palmarès des maîtres d'ouvrage, c'est la 7e édition, qui s'appuie sur les acteurs qui font le plus d'opérations bas carbone BBCA. Et puis en novembre, on mettra à jour la 2e édition du baromètre du Journal du Grand Paris sur la décarbonation. Absolument. Et pour tout ça, je crois qu'on peut tous les deux vous applaudir. Merci beaucoup. Merci Jacques, merci Hélène Genin, merci Thomas Emerdinger.
Sachez que, et j'ai omis de les remercier tout à l'heure, nous sommes donc au cinéma L'Arlequin, qui est un cinéma classé art et essai, qui a été construit dans les années 30. Et d'ailleurs, Jacques Tati a été directeur de ce cinéma. Et je remercie tout particulièrement l'équipe du cinéma, très très professionnelle, qui nous permet de vous accueillir donc dans cet environnement tout à fait historique et confortable.